Salut très chers abonnés et bienvenue sur notre chaîne Éclatube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche de notification. Découvrons la biographie du président Alassane Ouattara Dramane. Alassane Dramane Ouattara, souvent désigné sous ses initiales ADO, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire, est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Économiste de profession ayant notamment travaillé au FMI, il est le premier à exercer la fonction de Premier ministre de Côte d'Ivoire, de 1990 à 1993, une période pendant laquelle il assainit les finances publiques du pays et relance l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Il est élu en 1999 à la tête du Rassemblement des Républicains, RDR, mais ne peut se présenter aux élections présidentielles de 1995 et 2000 à cause d'une modification du code électoral introduisant une clause d'ivoirité. Candidat à l'élection présidentielle de 2010, il est élu président de la République avec 54% des suffrages exprimés selon la commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale. Il exerce pleinement ses fonctions de chef d'État après l'arrestation par ses partisans du président sortant, Laurent Gbagbo, qui estimait avoir remporté le scrutin et refusait de quitter le pouvoir. Après cette grave crise politique, il conduit une politique libérale et interventionniste relançant la croissance économique. Son administration investit notamment dans la réhabilitation d'infrastructures et encourage les investissements dans le pays. Alassane Ouattara est cependant critiqué pour sa gestion de l'armée et de la justice, accusé de perpétrer des exactions contre des proches de son prédécesseur et de se livrer à une « justice des vainqueurs ». La corruption reste par ailleurs importante. Après avoir été réélu au premier tour de l'élection présidentielle de 2015 avec 84% des voix, il annonce ne pas vouloir briguer un troisième mandat. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est ainsi désigné candidat de la majorité présidentielle à l'élection présidentielle de 2020 mais meurt peu de temps avant celle-ci. Alassane Ouattara revient alors sur sa décision de quitter le pouvoir et l'emporte largement à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition, réunissant 95% des suffrages au premier tour. Après les élections législatives de l'année suivante, auxquelles l'opposition accepte de participer, il conserve sa majorité à l'Assemblée nationale. Le 31 décembre 2015, Alassane Ouattara gracie 3100 détenus de la crise post-électorale. À la veille de la fête nationale du 7 août 2018, il procède, dans un souci de « réconciliation nationale », à l'amnistie de 800 personnes poursuivies ou condamnées après la crise de 2011, dont Simone Gbagbo et 2 anciens ministres du régime Gbagbo. La majorité de ces détenus étaient jusque-là considérés comme des prisonniers politiques par l'opposition et des organisations de défense des droits de l'homme. Les premières décisions prises par le gouvernement, destinées à réformer les forces de sécurité intérieure, ont été la dissolution de plusieurs unités spéciales, compagnies républicaines de sécurité, brigades anti-émeutes et détachements mobiles d'intervention rapide, impliqués dans des violences et crimes lors de la crise ivoirienne de 2010 à 2011 et auparavant. Le centre de commandement des opérations de sécurité, dont les unités étaient assimilées au « escadron de la mort », est également dissous. Après l'accord de défense signé en janvier 2012 avec la France, Alassane Ouattara fusionne les différentes factions armées et les éléments ralliés de l'ancien régime au sein de l'armée ivoirienne régulière et lance un programme de formation des militaires ivoiriens par des formateurs français, ce qui suscite une polémique sur l'intégration de soldats instables ou ayant commis des crimes ou des pillages dans les précédents conflits. Ceci met fin à une décennie de crise et de division politique du pays entre Nord et Sud. À partir d'août 2012, alors que la sécurité du pays s'était sensiblement améliorée, plusieurs attaques ciblant l'armée ivoirienne et certains groupes de population sont perpétrées, tandis que de nombreuses évasions se produisent. La réforme et la professionnalisation de l'armée prenant du retard, quand bien même il s'agit d'une priorité pour Alassane Ouattara, le ministère des Affaires étrangères français et les Nations Unies demandent plus fermement d'entreprendre des actions concrètes afin d'écarter les éléments perturbateurs dans l'armée et d'accélérer le processus de réconciliation, en panne. En effet, la nouvelle armée ivoirienne est constituée principalement d'hommes issus du nord de la Côte d'Ivoire, tandis que de nombreux gradés de l'ancienne armée du Sud, parfois mieux formés pour gérer des brigades et des unités, ont été mis à l'écart lors de la purge accompagnant la fusion des forces du Nord et du Sud.
Pour lutter contre les barrages illégaux et le racket au sein de l'armée et des forces de l'ordre, une unité de lutte contre le racket a été mise en place à la fin de l'année 2011. Cela s'est traduit par la condamnation de policiers et de gendarmes véreux par un tribunal militaire. Le 4 janvier 2016, une loi de programmation militaire est votée par l'Assemblée nationale ivoirienne, dotée d'un budget de plus de 2000 milliards de francs CFA, 3,8 milliards d'euros, d'ici à 2020. Ce programme de réforme s'étend de 2016 à 2020, et vise à améliorer les conditions de vie et de travail dans les casernes, ainsi qu'à bâtir une armée de métiers plus professionnelle et efficace. L'application de cette loi prévoit entre autres une réduction des effectifs de l'armée de 4000 hommes d'ici 2020, ainsi que l'instauration d'une prime de départ à la retraite comprise entre 3 et 20 millions de francs. Malgré la formation de nouveaux cadres et le renforcement des effectifs de la police nationale, de la gendarmerie et des FRCI, ceux-ci continuent d'être régulièrement la cible d'attaques armées violentes. Les installations stratégiques sont également visées. En octobre 2012, la centrale thermique d'Azito, située à Abidjan et fournissant la majeure partie de l'électricité du pays, est attaquée par 2 fois, endommageant les machines de la centrale et la poussant à réduire temporairement son activité. Le 17 août 2012, Mamadou Coulibaly estime que près de 100 000 hommes circulent avec des armes et commettent des exactions afin de vivre et subvenir à leurs besoins, sans aucune tendance pro-Gbagbo ou pro-Ouattara. Il remarque également que les miliciens de l'ancien président Laurent Gbagbo et des jeunes patriotes n'ont pas été désarmés et n'ont pas été pris en charge par les services de réintégration de l'État. De l'autre côté, des hommes s'étant battus aux côtés des forces d'Alassane Ouattara sont frustrés de n'avoir finalement rien reçu en échange de leur combat et circulent toujours armés. Cette frustration est partagée par de nombreux Ivoiriens apeurés ou anxieux par rapport à la mauvaise gestion de l'ensemble des forces de l'ordre et le retour d'un climat de forte insécurité dans le pays. Le 6 octobre 2012, un rapport intermédiaire confidentiel de 26 pages, rédigé par 5 experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, met en lumière un complot visant à renverser Alassane Ouattara. Le rapport souligne que ce complot repose sur un réseau de groupes armés situés au Ghana et au Libéria, et sont clairement soutenus politiquement et financièrement par des proches de Laurent Gbagbo et d'anciens dignitaires pro-Gbagbo exilés. De plus, des connexions ont été établies entre ces pro-Gbagbo exilés et la junte militaire malienne ainsi qu'avec le groupe islamiste Ansar Dine. Ces 2 entités souhaitent compromettre les efforts au Mali effectués par Alassane Ouattara, également président en exercice de la CEDEAO, quitte à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Les violences contre les forces de l'ordre n'ont cessé qu'à partir de novembre 2012. Cependant, le taux de criminalité reste élevé dans les zones urbaines et sur les routes, notamment la nuit. En mai 2017, des militaires se soulèvent et bloquent notamment Bouaké, la 2e ville du pays. Par cette action, les mutins espèrent contraindre Ouattara à payer le solde des primes qui leur avaient été précédemment promis, paiement qui aurait été remis en question selon une rumeur. En juin, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, annonce que le reliquat de primes sera versé fin juin, ce qui sera le cas. À partir de janvier 2012, est lancée la réforme de la filière café-cacao, surnommée « Réforme Ouattara » par les médias, qui représente à ce moment près de 40% des exportations et 10% du PIB du pays. L'objectif est de relancer l'économie agricole en augmentant la production et le rendement des plantations. Le Conseil du café-cacao conduisant la réforme souhaite encourager l'utilisation de semences sélectionnées et de produits phytosanitaires homologués, lutter contre les maladies affectant les plantations telles que le swollen shoot, faciliter l'accessibilité et la disponibilité des engrais et inciter les producteurs à cultiver le cacao plutôt que d'autres plantes. Enfin, une police de contrôle doit être mise en place pour prévenir le non-respect des itinéraires techniques de la récolte cacaoyère affectant la qualité du produit. La réforme se heurte cependant à l'inquiétude et au scepticisme des producteurs, qui font face à une forte concurrence avec le Ghana et sont dépendants du cours du cacao. La réforme permit tout de même d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et d'alléger sensiblement la dette extérieure de l'État ivoirien. Il annonce en octobre 2020 une augmentation de 21% du prix du cacao payé aux planteurs, en accord avec le Ghana, également grand producteur de cacao. D'autres pans de l'agriculture ivoirienne font aussi l'objet